Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va laisser un petit peu l'aspect technique de côté et on va se pencher sur l'histoire tragique, touchante et un peu méconnue de Georges Méliès. On l'a vu dans l'épisode précédent, quand Méliès il découvre le cinématographe, c'est déjà un magicien accompli, il a son propre théâtre, il se rend vite compte que les caméras qui commencent à apparaître peuvent vraiment faire des trucs de fou. Et on l'a déjà dit, Méliès c'est pas la moitié d'un con. Donc il se procure sa propre caméra, et c'est parti, il commence à réaliser ses propres films. Mais au lieu de filmer des situations du quotidien, il se dit pourquoi ne pas rajouter un petit peu de magie dans la vie réelle. Donc dans la liste des premiers films qu'il réalise, il y a notamment Escamotage d'une dame au théâtre Robert Houdin, et c'est un vrai tour de magie pour l'époque. Justement parce qu'il utilise un truc, une technique similaire au secret d'un magicien. Bon, la technique vous la connaissez certainement, vous avez peut-être un bouton pause sur les caméras, vous filmez votre petit truc, vous mettez pause, vous changez le plan de la scène, et vous relancez l'enregistrement. Du coup il y a une espèce de superposition des plans, ce qui fait que quand on relit la bande, on a l'impression que le mouvement se fait directement. Et bon, Edison il l'avait déjà trouvé à l'époque, donc c'est pas une révolution, mais ça fait quand même son petit effet. Et il décide quand même de miser à fond sur cet effet pour ses premiers films. Et donc il réalise environ 600 films en l'espace de 20 ans, et fait assez marquant, il fait appel à un atelier spécialisé pour la coloration des films. Et donc vous avez environ 200 employés qui sont là à colorer chaque bande, et c'est super chiant parce qu'il faut colorer chaque image les unes après les autres. Comme quoi la sous-traitance c'est pas qu'un problème actuel. Hein. Donc tout se passe pour le mieux, en 1899 il nous sort le tout premier film politique de l'histoire de l'humanité en lien avec l'affaire Dreyfus, mais surtout le film qui l'a fait reconnaître internationalement comme figure de proue du cinéma, Le Voyage dans la Lune. Bon, Le Voyage dans la Lune, c'est le tout premier film de science-fiction de l'histoire de l'humanité, et il envoie des gens sur la Lune près de 70 ans avant le premier pas de l'homme. Mais moi je trouve ça fou. Bon bah c'est une masterclass internationale, et comme tous les succès enviés, ça commence à faire déjà. Dès 1903, les compagnies américaines qui avaient acheté des copies du film commencent à les redupliquer et les revendre. C'est littéralement l'ancêtre du piratage. Eh, vous vous souvenez d'Edison? Et allez, qui revient faire chier parce que monsieur pense que les perforations rectangulaires avec le format 35 mm lui appartiennent. Sérieux, c'est vrai que ça lui appartenait, mais quel forceur! Parce que lui, ça fait des années que tout le monde a copié ses kinétoscopes et ses pellicules, et ça fait des années qu'il fait chier tout le monde pour récupérer le moindre centime. Et paf, il tombe sur Méliès, et là il lui met le complet, hein, salade, tomate, oignon, la totale. Méliès, à ce moment-là, faut le savoir, l'argent, il en a strictement rien à foutre. Hein. Il fait ça pour la beauté de l'art. En ce qui me concerne, ne croyez pas que je me considère rabaissé en m'entendant traiter dédaigneusement d'artiste. Car si vous, commerçant, et rien d'autre, donc incapable de produire des vues de composition, vous n'aviez pas des artistes pour les faire, je me demande ce que vous pourriez vendre. Donc il les envoie chier proprement, et il a bien raison. Sauf qu'il a fait des perforations rectangulaires sur du format 35 mm. Donc c'est mort, c'est de la contrefaçon délictueuse et ça part en procès. Edison, en plus d'être une sale race, il attaque aussi Pathé, qui venait juste de débarquer dans le game. Donc vraiment, bien joué à cette merde humaine qui remporte tous les droits d'exploitation des films en guise de compensation financière. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte du délire, c'est littéralement ce genre d'action qui peut couler une industrie. Des artistes, des passions, enfin bref, Edison la merde. Mais c'est pas grave, il s'accroche, il fabrique ses propres pellicules, il devient le plus grand réalisateur de l'histoire de l'humanité. Tout ce que je viens de dire est faux, la fin de sa vie est une suite de catastrophes qui continue même après sa mort. Il galère à suivre la cadence des gigantesques sociétés de production américaines qui inondent littéralement le marché. Méliès dira d'ailleurs: laissons les profits aux capitalistes acheteurs et marchands, soit, mais laissons au réalisateur sa gloire, ce n'est pas trop demandé. En 1911, Pathé devient le distributeur exclusif de tous les films Méliès, ça le dégoûte et il arrête définitivement le cinéma en 1913. Cette année-là, il perd sa femme et il se retrouve seul à élever ses 2 enfants. Donc le pauvre mec se retrouve veuf, sans aucune thune à cause de tous les frais qu'il s'est mangé. C'est la Première Guerre mondiale, son théâtre est fermé. En 1923, il doit revendre sa maison qu'il avait transformée en cabaret pour se faire un peu de sous. Toutes les caisses contenant les films furent vendues à des marchands forains et disparurent. Méliès, lui-même, dans un moment de colère, brûla son stock de Montreuil. La plupart de ses films sont donc détruits ou vendus pour être transformés en autre chose, et il disparaît. Et en 1925, il retrouve une de ses anciennes actrices, Jeanne Dalcy, et elle vend des jouets et des bonbons à la gare Montparnasse. Ils se marient et vivent modestement comme simples vendeurs de bonbons à travailler 14 heures par jour, 7 jours sur 7. Il meurt en janvier 1938 et il repose depuis au Père-Lachaise. Mais les galères ne s'arrêtent pas à sa mort. Sa tombe aurait tout simplement pu disparaître sans l'intervention de son arrière-arrière-petite-fille et d'une campagne de financement. Je résume, un génie de la magie parisienne crée des œuvres d'art, perd un procès contre un vieux rat et finit sa vie presque oubliée à vendre des bonbons. Du coup ouais, Méliès on lui doit beaucoup. L'apparition des premiers films de fiction, de science-fiction, d'histoire, mais on lui doit aussi l'invention de techniques de cinématographie. Déjà la surimpression, en gros la technique c'est de rembobiner un petit peu la pellicule sur laquelle on a déjà enregistré, et réenregistrer une scène par-dessus. Les fondus et les fondus enchaînés.
En superposant les bandes les unes sur les autres, les scènes s'enchaînent sans faire de cut. Les cuts qui, selon Méliès, vous rappelaient que vous étiez devant un film. L'arrêt de caméra, ça on l'a déjà vu, friser la caméra à un instant T, changer les éléments du décor, et reprenez l'enregistrement juste après. Les décors en trompe-l'œil. Probablement le point dont les gens se souviennent le plus. Méliès dessinait des décors avec la perspective sur les murs, et une fois face à la caméra, la perspective permettait de voir les choses comme si elles étaient de face. Donc ouais, je pense qu'il faut plus souvent reconnaître en Méliès le génie et l'artiste qu'il était, et surtout qui a failli tomber dans l'oubli, et sans qui le cinéma de nos jours ne serait absolument pas le même. Salut.